Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur la déclaration d'un vieux papy de 90 ans. Alors attention, on se calme parce que le vieux papy de 90 ans en question, il s'appelle Richard Donner, réalisateur emblématique des années 80, voire même 90 même, puisqu'il a réalisé de nombreux films comme Superman 1, comme les Goonies, comme la saga de l'Arme Fatale, et je crois que même qu'il va remettre le couvert très bientôt pour le 5e, et il a réalisé aussi La Malédiction dans les années 70, et donc je vais revenir un petit peu sur sa déclaration sur les super-héros, parce que Richard Donner est un petit peu fatigué de la représentation que Hollywood fait des super-héros. Alors voici ce qu'il a déclaré. Il y a tellement de gens qui rendent les super-héros si cyniques, c'est déprimant. Quand ils sont sombres, tristes, en colère contre eux-mêmes et le monde, je ne trouve pas ça amusant. Je pense qu'il y a assez de réalité pour ça. On vient d'en avoir plus de 4 ans. Je pense que nous avons envie du contraire. Alors quand il dit évidemment nous en avons pour plus de 4 ans, il parle évidemment de Trump, de la présidence de Trump pendant 4 ans. Et donc il va parler du problème de la représentation des super-héros au cinéma. Alors qui attaque-t-il? Attaque-t-il le MCU? Attaque-t-il Christopher Nolan et sa vision de The Dark Knight? Je penserais peut-être plus pour la deuxième option, voire même par rapport à Snyder avec Batman v Superman ou Man of Steel, etc. Donc en gros, il va, à mon sens, bien plus parler de DC que de Marvel. Et c'est vrai qu'on peut voir que par rapport à la dernière décennie qui vient de s'écouler, même si ça a été assez inondé quand même de films du MCU, on a eu la trilogie de Dark Knight, on peut même parler quelque part un petit peu de Joker, si on peut l'inscrire dans un genre super-héroïque. Moi, ce que j'éviterais de faire, parce que pour moi, Todd Phillips s'est plus servi de la licence DC Comics pour raconter l'errance d'un mec et la maladie mentale d'un mec, plutôt que de raconter, de s'inscrire, si tu veux, dans une lignée de quelconque Batman ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai qu'on peut voir que la ligne éditoriale de DC a été, jusqu'à Snyder, extrêmement sombre, torturée, remise en question, etc. Alors que le MCU, c'était un peu le contraire quand même. Mais la question qui se pose évidemment, c'est l'époque. Puisque quand Richard Donner tourne Superman 1 en 78, on est à la fin des années 70, décennie totalement dépressive aux États-Unis, avec beaucoup de films d'anti-héros, et puis arrive Star Wars en 77, et arrive Superman juste derrière. Et évidemment, Richard Donner a une vision super-héroïque purement boy scout, totalement à l'inverse de ce qui va se faire évidemment avec Nolan. Et puis on a deux films qui se collent, si tu veux. Tu as Star Wars qui s'appelle comme par hasard Un Nouvel Espoir. Voilà, un nouvel espoir d'un monde meilleur par rapport à la décennie que venaient de vivre les États-Unis dans les années 70. Et donc après, tu as la représentation totalement boy scout du Superman de Richard Donner, qui, lui, typiquement, est le super-héros qui ne se pose pas de questions. Il a cette identité de super-héros, il est là pour sauver le monde, basta, ça s'arrête là. Il n'y a pas, si tu veux, de « je me remets en question », etc. Et si on peut attaquer, de ce point de vue-là, la trilogie de Nolan, on peut aussi parler de la trilogie de Sam Raimi, avec Spider-Man, évidemment, avec un ton beaucoup plus léger que celui abordé par Nolan dans la trilogie de The Dark Knight, mais il y a quand même cette histoire de remise en question du héros, surtout dans l'épisode central, donc dans Spider-Man 2, où tu as un Tobey Maguire qui se remet en question, dois-je continuer à être Spider-Man, dois-je continuer à sauver le monde, etc., ne dois-je pas vivre ma vie, etc. Alors on n'est pas dans un film totalement dépressif, parce que Spider-Man c'est vraiment fun, bien plus fun qu'un The Dark Knight, mais c'est vrai qu'on a, si tu veux, ce début de remise en question en fait du héros, et ça intervient dans les années 2000, tout ça. On voit bien qu'Hollywood a envie de changer de cap par rapport à la représentation des super-héros, peut-être que même ça a commencé avec les Batman de Burton, fin 80, donc fin 80, début 90, même si après tout ça n'a pas vraiment eu de suite, puisque les Batman de Nolan sont intervenus bien plus tard, mais peut-être qu'aussi, en se servant de Batman, Burton questionnait également le genre super-héroïque, ce qu'on peut voir aussi un peu dans Batman le Défi, dans le premier Batman, etc. Et c'est vrai qu'arrivé dans les années 2000, 2010, clairement le monde ne va plus bien du tout, donc on a des auteurs à Hollywood qui veulent être en parallèle avec ce qui se passe dans le monde, en fait, confondre la réalité et la fiction, et finalement nous expliquer que même les super-héros dans les années 2000-2010 sont confrontés quasiment au même problème que nous, et donc ils vont être dans un état aussi dépressif. C'est aussi, je pense, une question d'époque. Et donc à la question attaque-t-il aussi le MCU? Clairement, je ne pense pas. C'est-à-dire que le MCU, au contraire, paradoxalement, a été hyper prisé des spectateurs, a réussi à fédérer, à galvaniser les spectateurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont décidé
d'aller justement à contre-courant de ce qui se dessine dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'en fait, de représenter le super-héros, un peu façon Superman de Richard Donner justement, presque Boy Scout, avec évidemment quelques questionnements de personnages. Alors je peux revenir sur l'état angoissé d'un Tony Stark dans Iron Man 3, il y a aussi dans Civil War où on remet également l'identité du super-héros en question, mais tout ça pour moi est quand même très léger chez Marvel, c'est-à-dire que c'est pas des thématiques qu'on va explorer de façon à rendre le tout, si tu veux, suffisamment angoissant pour que le spectateur se dise « Oh là là, j'ai l'impression de sortir d'un Batman v Superman ». Non, Batman v Superman, tu ressors vraiment pas galvanisé, mais plus triste, tu vois, qu'au départ quand tu commençais à regarder le film. Marvel, non, c'est hyper galvanisant quand même, parce que ça a été leur ligne éditoriale, c'est comme ça qu'ils ont voulu concevoir leur Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire paradoxalement être des super-héros complètement inscrits dans l'air du temps, c'est-à-dire avec des punchlines, avec des blagues, etc. Où on remet un peu en question, on se moque un peu des super-héros, mais tout ça finalement s'inscrit dans le cadre super-héroïque, mais purement type Boy Scout. C'est-à-dire qu'en gros, on est vraiment dans un truc hyper galvanisant. Quand tu vas voir un Marvel, tu sors, t'as la pêche, voilà. Mais quand tu vas voir un film de super-héros Made in Snyder, Made in DC, avant qu'évidemment Warner annule tous les plans de Snyder, tu ressors pas vraiment galvanisé, quoi. Alors inutile de dire que moi je préfère évidemment la version de Snyder que celle du MCU, mais on peut constater que le succès du MCU justement est lié au fait qu'ils ont réussi à sortir le spectateur de sa torpeur, à sortir le spectateur de son angoisse quotidienne, de tout ce qui nous entoure quand on évolue dans sa vie normale et quand on a le Covid-19, la pandémie, le terrorisme, etc. Le MCU va miser justement la carte de l'héroïsme et de dire, en gros, vous avez besoin, par les temps qui courent, de nos super-héros à nous. Donc ça, c'est intéressant, cette vision en fait qu'a eu Marvel, en fait cette ligne éditoriale qu'a eu Marvel, totalement à l'inverse de ce qui se fait. Donc c'est pour ça que quand Richard Donner parle de héros cyniques, etc., peut-être qu'aussi il veut dire qu'une entreprise comme Marvel a un côté cynique, la façon dont ils vont exploiter les super-héros dans une espèce de longue série à répétition au cinéma, peut-être aussi il parle de ça. Mais là, si tu veux, comme ça, j'ai quand même l'impression qu'il parle plus justement des films DC, etc. En tout cas, les films DC qui étaient réalisés dans les années 2000 et, je le répète, jusqu'à Zack Snyder. Et donc, pour le coup, tu as deux visions qui s'affrontent. Tu as la vision de Richard Donner qui dit « il n'y a pas assez de merveilleux », parce qu'il faut quand même rappeler que le premier Superman, il est rempli de merveilleux. Et puis surtout, c'est pas un film, si tu veux, qui est complètement gay, qui est complètement naïf, le premier Superman. Il y a quand même la musique de John Williams qui amène une certaine mélancolie, il y a le décès du père, etc. Donc, il y a quand même une petite tristesse, mais on est quand même en plein fin 70, début 80, avec beaucoup de manichéisme, avec beaucoup d'espoir, avec la toute-puissance américaine. On est clairement là-dedans. Et donc, tu as deux visions qui vont s'affronter. Tu as un Richard Donner en gros qui nous dit il n'y a pas assez de merveilleux, et tu as de l'autre côté un Martin Scorsese qui lui va dire ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a trop de merveilleux et que c'est un tour de manège. Ce à quoi Richard Donner va répondre le problème est que souvent l'industrie cinématographique utilise mal la technologie lorsqu'elle est dépassée par ses ambitions, mais à côté de ça, de temps en temps, on peut vraiment voir des histoires merveilleuses avec certains de ses films. Alors Richard Donner ne nomme pas les films en question, mais ça rejoint ce que je disais un petit peu avant, je pense en tout cas. On a l'impression que là, il parle du MCU, vraiment. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, oui, les films du MCU n'ont pas forcément la capacité artistique à la hauteur des ambitions, et on peut le vérifier dans beaucoup de films du MCU, mais en même temps, dans leurs histoires, il y a beaucoup de merveilleux, et peut-être un peu moins de cynisme, peut-être un peu moins de colère, peut-être un peu moins de remise en question que dans d'autres films. Alors, il y a aussi une question de genre. Moi, j'aime souvent associer le genre super-héroïque au genre du western. Le truc, c'est que le western, c'est un genre que tu peux décliner à l'infini. Tu peux faire autant de films que tu veux, avec autant de héros divers que tu veux, un peu pareil que le genre super-héroïque. Le genre super-héroïque, tu peux le décliner à l'infini. Tu peux ne jamais t'arrêter de faire des films de super-héros, hein, très clairement, un peu comme le western. Et donc, tu vas avoir au sein du genre western, eh bien, deux genres qui vont s'affronter. C'est-à-dire qu'on a eu le western classique avec John Ford, avec Howard Hawks, avec tous ces mecs-là qui ont su donner un souffle épique au genre du western en lui donnant presque des allures de super-héros. Et puis dans les années 60 arrive Sergio Leone et puis arrive le western spaghetti. Et là tu as deux écoles qui s'affrontent. Tu as d'un côté le western classique très manichéen avec le cow-boy très propre sur lui, et après arrive donc le western spaghetti avec la notion d'anti-héros.
très clairement. Et là, tu vas avoir les gens qui vont dire « Ah bah non, moi je préfère le western classique avec les cowboys très propres sur eux. » Et puis les autres qui vont dire « Ah bah non, justement, moi je préfère la façon dont Sergio Leone va revisiter le mythe de l'Ouest, etc. De mettre les anti-héros, les cowboys. C'est plus du tout comme avant. » Et cette image-là, finalement, va se traîner même jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que par exemple, quand tu vois même certains westerns de maintenant, il est impensable que le héros du film ne se remette pas en question. Il est impensable, par exemple, de laisser de côté le massacre des Indiens. Regardez ce qu'on a fait, nous les colons, quand on est arrivés, on a chassé les Indiens, etc., etc. On n'est plus du tout dans l'imagerie, si tu veux, 1940-1950, avec le gentil cow-boy qui va poursuivre les méchants Indiens, quoi. On n'est plus du tout là-dedans. Donc, il y a effectivement aussi une remise en question du genre super-héroïque de cow-boy, mais c'est vrai qu'on peut constater une similitude en fait entre les deux genres. Ces deux genres en fait qui se sont beaucoup remis en question. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire du futur du genre super-héroïque, puisqu'on en est là? On est à un tournant, c'est-à-dire que maintenant tu as plein de voix qui s'élèvent pour dire soit c'est trop un parc d'attractions les films de super-héros, soit bah non c'est trop cynique. On voit bien que là maintenant il y a un bilan qui se fait par rapport même à des grandes figures du cinéma qui se questionnent en fait sur ce genre-là. Tu vois par exemple un Tom Hanks qui va dire que le seul genre qui peut ramener les gens en salle après la pandémie, ce sont les films de super-héros. Donc on voit bien que là, on a un bilan qui se fait et on voit bien aussi qu'on n'en a pas fini encore avec le genre super-héroïque puisqu'on va amorcer cette fameuse phase 4 de chez Marvel. Et donc comment Marvel va raconter ces nouvelles histoires? Est-ce qu'ils vont se répéter dans la manière de raconter les histoires de super-héros ou vont-ils aborder les choses totalement différemment? On peut voir par exemple avec WandaVision qui va arriver le 15 janvier sur Disney+, même si évidemment on n'a pas vu la série, mais juste en voyant les trailers, on a l'impression que peut-être cette série va donner le ton en fait de la façon dont ils vont raconter maintenant leurs histoires de la phase 4. C'est-à-dire avec des concepts novateurs, ne pas se répéter, ne pas refaire les Avengers, ne pas refaire le MCU, ça ne veut pas dire qu'ils vont enlever l'humour, mais ça veut dire qu'ils vont inventer des choses qui vont risquer peut-être un peu plus dans la manière de raconter des histoires, plus que le côté assez manichéen finalement du MCU avec le grand méchant face à l'équipe d'Avengers ou je ne sais quel autre super-héros. Là, peut-être qu'ils vont amener quelque chose de différent. Non pas forcément rentrer dans quelque chose de dépressif, mais raconter les choses totalement différemment. C'est vrai qu'on n'a pas encore tous les éléments, mais peut-être que WandaVision va donner justement le ton par rapport à ça. On n'en sait rien, ou alors peut-être qu'ils vont garder exactement le même ton parce qu'ils ont vu que c'était une formule qui marchait pour la phase 3, et ben on remet ça pour la phase 4, mais j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça, je pense pas qu'ils vont se répéter. Maintenant, à voir. Le truc, c'est qu'on a eu aussi Wonder Woman. Là aussi, le bilan est dur. On est en 2021. Le film est sorti fin 2020. Il y a un bilan qui peut se faire par rapport à ça. Alors moi, j'en ai fait la critique. Je l'ai défoncé, évidemment, le film, parce que c'est pas un très bon film pour moi. Mais je crois aussi qu'au-delà de ça, ce n'est pas juste une question de mauvais film, mal raconté. Je pense que Wonder Woman là arrive peut-être avec 20 ans de retard, c'est-à-dire que des films comme Wonder Woman 84, peut-être que tu nous l'aurais sorti en début 2000, quand il y a eu l'avènement en fait un petit peu des films de super-héros, peut-être qu'on aurait regardé le film comme ça, on aurait été ébahi, et on serait passé à côté des manquements scénaristiques, on aurait quasiment tout validé, parce que le spectacle était là, parce que c'était quasiment du jamais vu. Le problème c'est que là, Wonder Woman 84, la façon dont il est raconté, on a l'impression que le film il a 20 ans de retard. Que en fait, la représentation super-héroïque serait presque ringard. C'est comme ça que moi je l'ai vu en fait. Et je me suis dit, là vraiment pour moi, c'est le film de trop. C'est-à-dire que pour moi, là en 2020, on ne peut plus représenter les super-héros de cette manière-là. On a eu 2 décennies de représentation de super-héros racontés de cette façon-là. Comme dans Wonder Woman 84. Alors je parle pas évidemment du scénario, mais je parle vraiment de l'aspect hyper manichéen du genre. C'est-à-dire, en gros, voilà, Wonder Woman qui doit sauver le monde, etc., machin, qui vole, où on la voit dans des exploits incroyables. On a l'impression que, finalement, tous les films de super-héros se ressemblent. Et donc, Wonder Woman n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire que je me suis dit, oh là là, ça fait ringard, quoi. C'est bon, on l'a vu 30 fois, quoi. Le même genre de truc, le même genre d'introduction de super-héros, on l'a vu 30 fois, c'est bon, on en a marre. Et ce qui serait intéressant, c'est effectivement de nous raconter encore les super-héros, parce que c'est vrai qu'en comics, il y a plein d'idées qui sont mises en œuvre dans les comics. Mais là, je parle vraiment de la représentation au cinéma. Et je pense qu'il serait temps d'exploiter les super-héros, mais de manière totalement différente. Je rappelle WandaVision, peut-être que ça va être totalement différent, on n'en sait rien pour l'instant. Moi, je crois à quelque chose de vraiment novateur. Maintenant, je peux complètement me planter, rendez-vous le 15 janvier pour ça. Mais je crois vraiment qu'il est temps de nous raconter les histoires de super-héros. Je ne dis pas qu'il faut lâcher le genre super-héroïque, mais c'est surtout la façon dont vous nous racontez les histoires.
on peut plus les faire de la même manière. On peut plus, à mon sens, les faire comme dans la phase 3. C'est peut-être aussi pour ça que Marvel a engagé Sam Raimi pour le fameux Doctor Strange 2. Peut-être qu'il y a une idée derrière la tête, il y a un plan. On n'engage pas Sam Raimi pour refaire ce qui a été fait, si tu veux, dans les années 2000. J'y crois pas trop. Ou alors ce qui a été fait par rapport à la phase 3 du MCU. Si on engage Sam Raimi, c'est pour apporter quelque chose peut-être de neuf, même si Sam Raimi est là depuis longtemps. Mais pour apporter peut-être un esprit transgressif, peut-être quelque chose un peu jamais vu dans le genre super-héroïque. Moi, c'est en tout cas ce que j'espère. On verra évidemment ce que nous réserve cette fameuse phase 4, courant 2021, courant 2022. D'ici aussi, on verra ce qu'il nous réserve, mais à mon avis, ça sent un peu la fin des haricots, vu que la fameuse Justice League de Zack Snyder qui va sortir mars 2021, apparemment serait un cul-de-sac scénaristique, donc qui n'apporterait rien de plus, on ne peut pas faire de suite. Donc du coup, si on ne peut pas faire de suite à Justice League, qu'est-ce que nous prépare d'ici dans son plan, à part ce fameux multiverse, etc. Mais je le redis encore, de quelle manière tu vas le raconter? Quel ton tu vas aborder? Parce que c'est bien, le concept est sympa, mais à un moment donné, c'est qu'est-ce que tu vas y mettre dedans? Et surtout, va-t-on y mettre quelque chose de très dramatique ou au contraire quelque chose presque de décalé, de comique, de très original? On n'en sait rien encore pour l'instant. On le verra évidemment courant 2021 et courant 2022. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette déclaration de Richard Donner. Petite discussion mode cool par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment vous voyez aussi le genre super-héroïque. Est-ce que pour vous c'est terminé ou alors est-ce que ça peut se prolonger d'une autre manière? Doit-on le condamner? Doit-on être d'accord aussi avec ce que dit Richard Donner, avec Martin Scorsese? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!